tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la seconde émission de notre rendez-vous mensuel J'y pense et puis j'oublie consacré à la maladie d'Alzheimer. J'en profite pour accueillir les nouveaux arrivants, les nouveaux téléspectateurs, web téléspectateurs qui nous rejoignent, soyez les bienvenus. Alors si vous êtes personnellement concerné par la maladie d'Alzheimer, si vous accompagnez un proche malade ou simplement si vous souhaitez un autre regard sur la maladie, cette émission est faite pour vous. Ce programme vous est proposé par l'association Delta 7 et la Fondation Médéric Alzheimer et j'aurai le grand plaisir de vous retrouver chaque mois pour animer ce rendez-vous et questionner nos nombreux invités. Le mois dernier, dans notre première émission, nous avions revu en détail ce qu'était la maladie d'Alzheimer avec monsieur Alain Bérard, médecin de santé publique. Nous avions vu ce qu'était exactement le diagnostic et quel était son intérêt. Nous avons fait le point sur les traitements médicamenteux, non médicamenteux. Nous avons vu les parcours de soins, l'accompagnement. Aujourd'hui, nous allons avancer davantage dans les problématiques plus particulières que rencontrent les personnes qui sont atteintes de troubles cognitifs et de maladies d'Alzheimer en particulier. Nous allons nous intéresser à l'hôpital et plus spécialement aux services d'urgence qui se révèlent pour tout le monde un endroit particulièrement tendu, peu adapté, peu convivial, peu compréhensible. Mais lorsque l'on a des troubles cognitifs, c'est encore plus évident et c'est encore moins adapté. Les personnes qui ont une maladie d'Alzheimer peuvent, dans cet environnement inadapté, ressentir de l'inquiétude, de l'angoisse, de l'agitation et peuvent même avoir un vécu traumatisant, comme nous le verrons. Nous recevons pour discuter de la manière d'améliorer l'accompagnement dans les soins d'urgence le docteur Jean-Pierre Aquino, gériatre et médecin de santé publique, également conseiller pour la Fondation Médéric Alzheimer. Et au préalable, nous allons recueillir le témoignage de Lisiane et de Philippe, malades en ce qui concerne Lisiane, et proches aidants en ce qui concerne Philippe, qui vont nous relater leur expérience des services d'urgence. Enfin, nous terminerons cette émission par un échange avec le docteur Laurence Arouy de l'hôpital Ambroise Paré, qui nous expliquera les dispositifs qui sont mis en place dans son service. Mais commençons sans plus attendre par rejoindre en visioconférence nos premiers invités témoins, Lisiane et Philippe. Bonjour Lisiane, bonjour Philippe. Bonjour. Comment allez-vous? Ah, Bien, il n'y a pas de souci. pas de problème. Merci de nous accueillir chez vous. De rien, c'est avec plaisir. Quand on peut aider notre témoignage, on le fait toujours avec plaisir. Merci. Est-ce que vous pourriez tout d'abord vous présenter pour nos téléspectateurs, enfin nos web téléspectateurs, pour être plus précis, en quelques mots, qui vous êtes l'un et l'autre? Vas-y, Lisiane, commence. Alors, moi, je m'appelle Lisiane. Je suis jeune malade d'Alzheimer. Et ça fait… Ça va faire 13 ans. 13 ans. Diagnostiqué, oui. Oui. Mais bon, c'est un combat. Hein. Faut pas… Je discute, je parle, mais c'est pas pour ça que je suis toujours au top. Hein. J'imagine bien, il y a des hauts et des bas. Voilà. Là, je fais beaucoup d'efforts pour que ça aille à d'autres personnes et que ça fasse avancer les choses. Je vous en remercie, Lisiane. Philippe, vous êtes donc le mari de Lisiane? Oui, je suis le mari de Lisiane. Oui. J'ai 52 ans bientôt, dans 3 jours. Ça fait, on se connaît depuis 98, donc ça fait un bail. Et on mène le combat tous les deux depuis 2008. Enfin, le combat. On vit quand même malgré tout. On apprend à l'instant que la maladie fait partie du quotidien, mais c'est pas. On vit comme un couple normal, quoi. D'accord, c'est le principal. Le terme aidant aidé, j'aime pas toujours, mais bon, c'est comme ça dans la littérature, mais on est mari et femme, avant toute chose. Votre témoignage par rapport à ce sujet, il est important parce que vous avez vécu 2 expériences assez difficiles, contrastées, on peut le dire, dans le service hospitalier. La première expérience était à la suite, je pense, Lisiane, d'une chute sur votre balcon. Oui, c'est ça. J'ai chuté, j'étais dans le coltard complet
Et heureusement que mon mari était là parce que je restais par terre. D'accord. Et donc, il a appelé les pompiers parce qu'il voyait que je ne répondais pas. Et bon, après, les pompiers sont venus et ils m'ont emmené aux urgences. Mais aux urgences, c'est très chaotique parce que, comment je peux dire, ils me disent que dans 5 minutes, ils s'occupent de moi. Oui. Déjà, ils ne voulaient pas que mon mari rentre. Pourquoi? C'est secret médical, ils n'ont pas compris que Lisiane était malade d'Alzheimer. Et quand elle leur a dit je suis malade d'Alzheimer, ils ne s'adressaient plus qu'à moi. Ah oui. Le problème, il est là. C'est qu'elle est partie avec les pompiers. Moi, j'ai suivi en voiture après parce que les pompiers. Mais ce n'était pas en 2020, c'est en 2019. Donc, il n'y avait pas encore l'histoire du confinement. Ah, oui. Sauf que voilà, dans les urgences, vous êtes un dans le box et pas deux en général. Alors qu'ils leur a dit aux mari et femmes, ma femme est malade d'Alzheimer, elle a besoin que je sois là. Parce qu'elle peut très bien ne pas comprendre ce que vous dites, encore plus qu'elle le choque à la tête. Et ça a été difficile. Ils ont accepté, mais il a fallu se battre. Il faut même qu'on soit deux dans le box. Ah oui, donc ça a été compliqué au niveau de la communication. Déjà. Et en plus, elle me dit 5-10 minutes. Arrivé là, j'ai vu plein de gens passer. Bon, il y a des urgences, je peux le comprendre. Mais ça, la petite plaisanterie, elle a quand même duré 2 heures, 2 heures et demie. Avant qu'on s'occupe de moi. Ah oui, ils avaient dû attendre 2 heures et demie avant. Voilà. Voilà. Il y a eu le premier accueil où qu'est-ce qui s'est passé tout. On vous met dans un box. On vous dit, vous inquiétez pas, madame, vous êtes la prochaine. Ouais. Après, le temps passe, et le médecin n'est jamais venu. Ok, il n'est jamais venu. Et donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, moi, à un moment donné, ils me mettent dans un box et ils me disent, bon, ben, le médecin va passer, mais vous êtes encore la troisième, la quatrième. Voilà. Je dis, non, mais attendez, ça fait 2 heures et demie que je suis là. J'ai dit, ah oui, mais c'est comme ça. Moi, j'en ai eu marre parce que bon, j'avais récupéré un peu mes facultés. Beaucoup même. Beaucoup. Et j'ai dit, bon, ben, je m'en vais. Ah, vous êtes parti alors? Attendez, je suis partie. Mais le problème, normalement, quand on part d'un hôpital, on vous demande de signer une décharge. Oui. Eh bien, rien. D'accord. Rien du tout. On est partis bras dessus, bras dessous tous les deux, sans demander. Ils ne se sont pas posé la question si ça allait bien, ils ne nous ont pas rappelé. Ils ne se sont pas inquiétés où on allait. On est parti de l'hôpital, on est rentré à la maison, basta. Ah oui, comme ça, un peu. Voilà. Oui. Personne ne vous a rien demandé. Ah non, on devait venir voir un médecin, le médecin du surplus venir dans le box, mais au bout d'un moment, moi je connais ma femme, quand ça commence à aller, quand on en a marre, on en a marre. Elle n'est plus patiente. La maladie fait que, et quand on dit quelque chose, il faut s'y tenir. Et les urgences, je comprends, il n'y a pas que nous à voir, mais quand on leur dit, au bout d'un moment, ben, on est parti. On est parti, on a rendu le dossier à l'accueil, et la bonne femme nous a regardé, terminé, on est parti, j'ai pris la voiture, on est rentré à la maison. Bon, il n'y a pas eu de séquelles par la suite, heureusement, de ma femme. Oui, Et bon, le choc qu'elle a eu, ça fait boum sur le carrelage, quelque chose de costaud. Je vous dis, le premier temps, ça allait. Au bout de 5 minutes, elle ne voyait plus rien, elle ne m'entendait plus, elle ne savait plus où elle était, qui j'étais, qui étaient les pompiers. Donc, il devait y avoir un choc au départ. Oui. Mais après, dans un box, bon, elle allait mieux, on est parti. On a pris nos affaires et puis basta, et personne ne s'est pas occupé de nous. Ouais, c'est assez étonnant comme. Ah oui. Alors, je ne sais pas si c'est un cas exceptionnel à Rodez, mais je vous dis, dès qu'on vous dit Alzheimer, soit vous considérez comme quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre, alors que vous voyez bien que ma femme est capable de comprendre ce qu'on lui dit, même si des fois elle est un peu, elle n'est plus là, entre guillemets, mais dans ce cas-là, je vous dis qu'on la laisse sortir des urgences sans savoir ce qu'il en est, ne pas nous rappeler où vous êtes où, est-ce que ça va bien, alors que moi j'ai fait les dossiers évidemment avant. Hein. Oui, il aurait pu y avoir des conséquences derrière. Et vous y pensez encore aujourd'hui? Ça vous a marqué pendant un certain temps, cette expérience? Ah bah oui, ça. Ouais, bah, une semaine, 15 jours, hein, quand même. Hein. Le temps de digérer, d'assimiler, parce que l'assimilation n'est pas la même chez Lisiane. Le temps qu'elle comprenne ce qui s'est passé, pourquoi, comment, c'était folklorique. Quoi. Bon, donc c'est une expérience qui vous a marqué pendant au moins 15 jours, Lisiane. Oui, 15 jours, presque un mois après, je dirais. Oui. Mais on ne comprend pas pourquoi ils ne sont pas retenus, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Non, pas du tout. C'est ça qui nous a choqués tous les deux. Hein. Puis moi, je connais Lisiane. Le fait qu'elle s'est levée et qu'elle ait dit bon, je m'en vais, pardon, c'est qu'elle allait mieux. C'est que moi, c'est mon critère, moi, c'est qu'elle allait mieux. Mais je veux dire, c'est quand même pas normal qu'on ne considère pas les gens comme des gens, quoi. On l'a considérée comme une malade, Alzheimer, et pas comme une malade normale, comme une personne normale. Et c'est ça qui m'a gêné, moi.
Ce qui vous a marqué le plus, c'est ça, c'est le fait Ah oui. que Ah oui. Ah oui, vous dit Alzheimer. oui. Alors, on ne vous parlait plus, vous Ah avez, non, Ah non, 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 on parlait à moi. vous moi, parlez. Voilà. moi, j'existais plus. Oui, donc on voit que l'accueil était loin d'être idéal. Et vous avez vécu une seconde expérience. Vous avez été opéré du dos, je pense, l'année Oui, dernière. j'ai été L'année dernière, oui. d'une hernie discale. Une hernie discale, d'accord. Oui. Ça s'est mieux passé qu'aux urgences. Différent. Différent, c'est-à-dire. Non, c'est-à-dire que bon, je suis rentrée un mardi, j'ai été dans un autre étage. Tu veux que je te dise? Oui, allez, Elle est vas-y. rentrée le mardi dans le service de neurologie, alors qu'elle a dû rentrer en neurochirurgie déjà. Donc, le service neurologique le mardi, ça a été à peu près, vu qu'ils étaient, ils connaissaient, leur a dit j'ai tué Alzheimer, donc ça allait un peu mieux, quoi, je veux dire. Voilà. Elle était bien accueillie. Sauf que moi, c'était sur le Covid, moi, j'ai pas le droit de visite le mardi, mercredi. Mercredi, elle s'est fait opérer. Donc, pas le droit de visite. En plus, ça devait faire sortir le jeudi matin. Le jeudi matin, on m'a dit, vous venez pas, elle sort toute seule avec les ambulanciers. J'ai dit non, il est hors de question. Moi, je viens le jeudi matin, j'ai fait la sortie avec ma femme. Elle est malade d'Alzheimer, elle va avoir du mal à faire les papiers. Ah oui, moi, j'étais J'ai dû me battre un quart d'heure tout seul à l'accueil en bas pour que je puisse venir le jeudi matin. Oui, donc quand même compliqué. Oui. Compliqué. Bon, après, il y avait l'histoire du Covid. Bon, la Covid, je peux comprendre, la crise sanitaire et tout, je peux le comprendre. Et Mais vous avez- le problème, c'est que le lendemain, enfin, j'explique ou tu veux parler le lendemain? Là, je vais y aller. Le mercredi, je passe un IRM, Oui, on vient me chercher, donc je remonte dans la chambre, le IRM était passé, et après, j'ai quelqu'un d'autre, une demi-heure après, qui vient me rechercher pour m'emmener à la salle d'opération. d'accord. Mais j'ai attendu encore une bonne heure en bas. Bon, ça va, ils étaient sympas. Hein. Bon, c'était mieux Ouais. qu'aux urgences. Oui, pour le bloc, ça a été. Ça, j'ai pas eu de souci. Par contre, quand je suis remontée, enfin, quand j'ai été opérée et que, De droite, hein, pas ouais. de regarder l'écran. et que j'étais en salle de réveil, Oui. là, c'est pareil, j'existais pas. Malade d'Alzheimer, j'étais. Et il le savait? Vous l'avez dit? Ah ben, bien sûr qu'il savait. Tous les autres personnes qui se faisaient opérer, on leur a donné un téléphone pour appeler une personne. Moi, Rien. que dalle, rien. Rien du tout. Oui. Et moi, étant malade, j'ai pas le réflexe. J'ai pas le réflexe sur le moment. Je suis quand même restée presque 5 heures en bas, en salle de réveil. Parce que la chambre qui m'attendait n'était pas prête. Mais ça, personne ne me l'a dit, Ah, vous ne l'avez même pas expliqué. ni à mon mari. Parce que moi, je m'inquiétais. J'ai appelé plusieurs fois l'hôpital, déjà pour les avoir, la fin de la clinique compliquée. Et quand j'ai appelé, ils m'ont dit, vous inquiétez pas, elle est rentrée dans sa chambre, il n'y a pas de souci, tout va bien. Alors que c'était faux. Elle était en salle de réveil. D'accord. Donc, Donc, moi, j'ai. Comment? une communication assez. Ils m'ont dit, bon, tout va bien, ça s'est bien passé, bon, l'opération s'est bien passée, mais pas la remontée. Moi, j'ai réussi à avoir sa chambre, je suis tombé sur un monsieur. Ah, oui, ça surprend. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Après, je ne peux plus revoir personne. C'est Lisiane qui m'a rappelé à 7h30 du soir. Ah, C'est encore l'écran qui m'a rappelé à 7h30 du soir en pleurs. Oui. Elle m'a rappelé en pleurs. Elle a réussi à avoir l'infirmière qui est passée un téléphone un peu rapidement parce qu'elle n'avait pas ses affaires. Mais on n'y a pas dit à Lisiane, on n'a pas dit excusez-nous madame, la chambre n'est pas prête, on a dû changer de service. Ils auraient pu lui dire. Mais ça, ils n'ont pas dit. C'est un manque de respect total. Alzheimer pas, on explique aux gens. Surtout qu'ils voyaient bien que les gens étaient capables de comprendre. Même si elle a des soucis quelquefois, vous voyez bien, elle comprend ce que vous dites. Oui, oui, tout à fait. Mais donc, Lisiane, vous avez vraiment cette impression, comme aux urgences, que c'est le fait qu'ils sachent que vous avez une maladie d'Alzheimer qui font qu'ils ne vont pas communiquer. Ah oui, mais je leur ai dit en face. Je Oui. leur ai dit en face. Je dis parce que je suis malade d'Alzheimer, on ne s'occupe pas de moi. Oui, d'accord. Et On vous m'a en- dit mais si. J'ai dit non. J'ai sonné. Alors
En plus, quand on rentre dans la chambre, normalement, on nous montre comment, pour la sonnerie, pour tout ça. Là, rien. Moi, j'ai appuyé sur un bouton, mais c'était pas le bon. Oui. Parce que quand le brancardier m'a remonté du bloc, il m'a cogné dans la table de nuit. Donc, je vous dis pas la douleur. Oula. Ça avait bien réveillé la douleur. Donc, j'appelais pour qu'on me donne quelque chose. Ils sont venus 2 heures après. Hein. Ouais, mais c'était compliqué. Ah oui, très compliqué. Hein. Il y a une chose que je pense aussi le mardi, quand je l'ai laissé, l'infirmière m'a appelé à 7 heures du soir parce que moi, Lisiane a un pilulier. Sauf que ça ne convenait pas à l'infirmière. L'infirmière a fallu tout détailler, qu'il prenne le pilulier Lisiane. Donc, si vous prenez le pilulier Lisiane, elle est complètement perdue. Elle sait ce qu'elle a fait avec le pilulier. Moi, je lui fais confiance. Oui. Après, on s'est caché. Moi, je ne prépare plus, mais après, on s'est caché. L'infirmière là-bas n'a jamais voulu, au départ, lui laisser le pilulier. Il fallait qu'il donne les cachets. C'est moi je les ai appelés, j'ai dit, écoutez, moi, j'ai fait confiance à ma femme, faites-lui confiance. Elle n'a pas être les allures, elle sait ce qu'elle fait, laissez-lui le pilulier tranquille. Ça ne va pas s'empoisonner, ne vous inquiétez pas, elle sait ce qu'elle a à faire. Et ça, pour le faire comprendre, parce qu'il s'imagine que malade d'Alzheimer, elle est complètement en dehors de. Les jeunes malades d'Alzheimer, ce n'est pas du tout pareil. Enfin, je pense qu'ils ont une image d'une personne un peu âgée qui comprend un peu lunatique, qui ne comprend pas trop. Ça peut arriver à Lisiane, hein. Du moment où elle est complètement hors dehors de la planète. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas le cas. Avec le stress de l'hôpital, la douleur avant l'opération, je n'explique pas comment le mardi, le mercredi et jeudi matin, quand je suis venu, comment je l'ai trouvé. Quoi. Je veux dire, c'est compliqué. Compliqué. Marqué, surtout quand on vous ment. Ouais. Moi, je ne vais pas ça mentir. Après, je comprends que la crise sanitaire, l'opération, il y a autre chose à faire que s'occuper de Lisiane et Philippe Victor Ferrand, mais ça m'a un peu très gêné. Quoi. D'accord. Alors, j'ai l'impression quand même dans les 2 épisodes, que ce soit les urgences ou ce service de chirurgie, dans les 2 épisodes, c'est vraiment un problème général qu'on va retrouver dans tous les services hospitaliers, que ce n'est pas du tout adapté aux troubles cognitifs. Non, du tout. C'est ça. C'est pas adapté du tout. Du tout, et puis on ne vous prend pas en considération. Non, on n'est pas pris en considération. C'est ça le problème. Pour eux, malade d'Alzheimer, ils comprennent plus rien. Excusez-moi, j'ai du mal à. Ils ne comprennent plus rien. Donc, on ne va pas se fatiguer à expliquer les choses. Il n'y a pas d'empathie du tout. Hein. Après, je peux comprendre qu'ils ont autre chose à faire, ils sont chronométrés par le temps, manque de temps, manque de formation. Certains manquent d'empathie. Je peux le comprendre, ça, à l'hôpital, voilà, c'est pas une colonie de vacances, on n'est pas là pour s'occuper que d'une personne. Mais comment ça, que c'est une personne fragile, malade d'Alzheimer, on devrait faire un petit peu plus attention, voilà quoi. Surtout que le chirurgien m'avait bien dit, je mets une équipe bien. Oui. Alors, quand il est revenu le soir, il me dit ça va. J'ai dit heureusement que vous m'avez mis une équipe bien, parce que qu'est-ce que ça aurait été hein. Mais comme elle n'a pas sa langue dans sa poche. Ah non. On l'entend ça. Merci infiniment Lisiane et Philippe pour votre témoignage ô combien important. Merci à vous. Je me retourne à présent vers notre invité principal. Bonjour docteur Aquino. Bonjour. Vous êtes gériatre, médecin de santé publique et conseiller pour la Fondation Médéric Alzheimer. Nous allons commencer de suite par une question d'ordre général sur les hospitalisations. Comment est-ce que pour les personnes âgées, a priori pour les personnes ayant des troubles cognitifs, comment est-ce qu'on décide que cette personne doit en passer par une hospitalisation? Qui décide? La décision d'une hospitalisation pour une personne qui présente des troubles cognitifs est toujours une décision difficile, pour ne pas dire grave. Habituellement, et c'est le souhaitable, le médecin traitant qui connaît bien la personne, qui connaît bien la famille, qui connaît bien ses caractéristiques, va être l'élément déclencheur qui va conduire cette personne aux urgences. Dans d'autres cas, c'est SOS médecin, les pompiers, le 15, le médecin coordonnateur si on est dans un EHPAD, ou bien spontanément la famille, l'entourage immédiat, parce que la personne a eu un malaise, on est à proximité de l'hôpital, on saute dans une voiture familiale et on est conduit directement aux urgences. Les circonstances, donc vous le voyez, sont extrêmement diverses, mais ce qu'il faut retenir, c'est l'importance des informations qui se doivent d'être transmises du domicile ou de la maison de retraite au service d'urgence. D'accord. Alors pour les personnes
âgés qui ont des troubles cognitifs et leurs proches aidants, est-ce qu'il y a des moyens, des conseils pour anticiper une hospitalisation? Quelles précautions est-ce qu'on peut prendre? Alors, anticiper une hospitalisation serait toujours du domaine du souhaitable, mais lorsque celle-ci s'impose, il convient, si on en a le temps, d'organiser au mieux ce transfert vers l'hôpital. Je pense notamment à la carte vitale, à la carte de mutuelle, aux directives anticipées si elles ont été rédigées, au dossier médical, aux dernières ordonnances, aux dernières radios, bref, tout ce qui fait la caractéristique propre de la personne. C'est un élément qui nous semble important. À cela, il faut ajouter quelques effets personnels qui seront utiles si on doit séjourner quelques heures, voire même si on doit être hospitalisé. Et puis, chaque fois que possible, la présence d'un tiers, le conjoint bien sûr, un des enfants, un ami, un voisin qui pourra être là en réconfort et entre lien entre la personne et la structure hospitalière. D'accord. Et si nous parlons des services d'urgence en particulier, donc on vient de voir deux témoignages qui ne sont pas très élogieux. Comment est-ce que ça se passe? Quels sont les retours que vous avez sur les services d'urgence et l'accueil des personnes qui ont des troubles cognitifs de manière générale? Alors pour bien comprendre ces témoignages, qui tracent d'ailleurs le chemin de ce qu'il convient de faire pour améliorer le quotidien des personnes ainsi hospitalisées, plongeons-nous dans un service d'urgence. C'est bruyant, c'est agité, tout le monde court dans les couloirs, il y a du matériel, le service de radiologie est à côté, le brancardier arrive, les pompiers accompagnent une personne en difficulté. Bref, c'est un monde totalement différent du monde, je dirais, plutôt calme, tranquille, dans lequel vit une personne âgée à son domicile. Donc cette bousculade dans un monde nouveau et étranger est source d'inquiétude, de stress, voire même de panique, et peut, chez une personne qui présente des troubles cognitifs, déclencher une confusion parce qu'on ne sait plus où on ne reconnaît pas l'entourage auquel on est familier. Donc cette prise de conscience brutale explique bien des comportements, et il est vrai que confrontés à cette situation, et le témoignage de Lisiane et Philippe nous y encourage, ont incité la Fondation Médéric Alzheimer et un certain nombre de partenaires, des professionnels de santé, des gériatres, des urgentistes, la Fédération hospitalière de France, France Alzheimer, l'Union nationale des associations familiales, à travailler ensemble pour formuler des préconisations permettant d'éviter les circonstances que Lisiane et Philippe ont rencontrées. D'accord, nous y reviendrons, je pense. Donc, effectivement, les services d'urgence, c'est un contexte qui est complexe, difficile, bruyant, comme vous le disiez, angoissant. Si on se place maintenant du côté des soignants, comment est-ce qu'ils s'organisent eux-mêmes pour l'accueil des personnes qui ont des troubles cognitifs en urgence? Alors, en règle générale, comme dans tout service hospitalier, des procédures sont en place. C'est-à-dire que les équipes soignantes dans un service d'urgence savent hiérarchiser les priorités, ce qui d'ailleurs pose des problèmes à bon nombre d'usagers. Je suis arrivé à 2h de l'après-midi, finalement il est 16h et il ne s'est rien passé pour moi. Il est difficile peut-être d'expliquer ou du moins de faire comprendre que d'autres urgences où le pronostic vital était engagé ont bénéficié d'une relative priorité. De même, on ne comprend pas pourquoi on est sur un brancard alors qu'il y a des lits, mais peut-être que la totalité de ces lits sont occupés. Donc on voit bien que les circonstances sont souvent difficiles et méritent donc une attention particulière de la part des équipes soignantes qui, dans certains cas, sont formées à l'approche médicale, psychologique et relationnelle auprès des personnes âgées, mais dans d'autres cas n'ont pas eu le bénéfice de cette formation, même si les directeurs d'hôpitaux y sont vigilants. Donc le personnel soignant réagit en fonction de procédures applicables au plus grand nombre, ne prenant pas nécessairement en compte l'altération des troubles cognitifs constatés chez certaines personnes âgées. D'accord, effectivement, donc ce sont des constats qui sont fréquemment rapportés, mais comment est-ce qu'on peut améliorer ces situations? Vous parliez de conseils, de préconisations, est-ce que certaines préconisations sont formulées? Alors, nous avons, grâce à ce partenariat et ce groupe de travail qui s'est réuni à plusieurs reprises, proposé un certain nombre de préconisations. La première est indiscutablement le repérage des troubles cognitifs chez une personne vieillissante. Ce repérage, parfois, est très facile.
parce que l'altération malheureusement est majeure. Dans d'autres cas, elle est beaucoup plus nuancée, moins évidente, et si elle n'est pas repérée, le plan de soins va être inadéquat par rapport aux besoins de la personne. Et puis, si comme Lisiane, qui annonce « je présente une maladie d'Alzheimer », va créer une situation tout à fait particulière où l'équipe soignante ne va plus s'intéresser à la personne elle-même et va se tourner vers l'accompagnant et dialoguer avec l'accompagnant, alors que la personne est bien évidemment la personne qui se doit de dialoguer avec l'équipe soignante. Donc, le repérage des troubles cognitifs représente la première mesure. La seconde mesure, c'est la place de l'aidant ou la place de l'entourage à l'occasion de ce séjour aux urgences. On voit bien que l'aidant est là pour temporiser, est là pour calmer, est là pour relativiser, donc un rôle important auprès de la personne, mais est là aussi pour aider la communication, si celle-ci est défectueuse, entre la personne malade et l'équipe soignante, c'est-à-dire apporter les informations sur les circonstances de la chute, sur les circonstances de la vie quotidienne, sur les traitements habituels. Ces informations sont déterminantes pour l'équipe soignante. Elle est en même temps demandeuse de ces informations, mais souhaite que l'aidant reste à l'écart parce que le rythme est particulièrement saccadé et la présence d'un tiers pourrait être considérée ou vécue comme étant une éventuelle gêne. Donc, deuxième préconisation. Troisième préconisation, c'est la formation des équipes soignantes. Il existe des plans de formation dans toutes les structures hospitalières. Il y a de multiples formations qui s'avèrent nécessaires, ce d'autant que les progrès de la médecine et des urgences sont constants. Mais la formation des personnes ayant des contacts réguliers en tant que soignants avec des personnes malades avec troubles cognitifs est déterminante pour mieux appréhender la situation. Un autre point qui nous a paru important, c'est l'environnement dans lequel se trouve placée la personne à l'occasion de son séjour aux urgences. Comment cet environnement est-il adapté? Est-il bruyant? Est-il bien signalé? Est-il bien organisé? Est-ce que le circuit n'est pas trop long? Toutes ces contraintes architecturales, et j'utilise le mot contrainte parce que bon nombre de structures n'ont pas eu le bénéfice d'une rénovation et donc vivent dans des locaux qui sont plus ou moins adaptés, toutes ces contraintes se doivent d'être levées et proposer un environnement beaucoup plus adapté. Alors c'est très facile lorsqu'on reconstruit ou lorsqu'on réorganise et qu'on rénove un service d'urgence, on appréhende cette difficulté et on la résout, mais lorsqu'on doit vivre dans un service tel qu'il est, il est sûr que ça peut être beaucoup plus difficile. Et le dernier élément, et qui n'est pas le moins important, concerne l'approche, je dirais, globale de la personne malade, c'est-à-dire la prise en compte des problèmes médicaux, de l'urgence elle-même, mais des maladies associées, des conséquences psychologiques, du mode de vie, de l'environnement, tout ce qui fait une approche globale de la personne. Et il est à signaler que très prochainement, l'arrêté devrait paraître, seront créés des infirmiers de pratique avancée dans les services d'urgence. Alors qu'est-ce que c'est que ce mot un peu barbare? Eh bien ce sont des infirmiers ou des infirmières qui ont bénéficié d'une formation universitaire complémentaire, leur permettant justement cette prise en compte de la globalité de la personne pour mieux l'accompagner, mieux la guider, la mieux prendre en soin. C'est un progrès indiscutable qui est attendu. Merci, on voit qu'effectivement qu'une grande réflexion est engagée et parfaitement structurée. Et dans ces 5 préconisations que vous avez détaillées, si on devait en retenir une seule, quelle serait la plus importante à votre avis? Je pense que la place des aidants a été soulignée par bon nombre de personnes lors de la publication de la brochure de la Fondation Médéric Alzheimer. Pourquoi? Parce que les associations de famille rapportent régulièrement des difficultés, rapportent régulièrement par leurs témoignages cette place qu'ils ont du mal à occuper alors qu'elle paraît légitime et nécessaire. Ce point donc mérite d'être souligné, d'être rapporté régulièrement et d'être présenté aux équipes soignantes comme étant une aide et non pas comme une contrainte. D'accord. J'en profite d'ailleurs, comme nous avions tout à l'heure Philippe en témoignage, nous avons enregistré une question sur ce point, justement, qui va nous permettre d'y voir plus clair. Je retourne vers Philippe. Alors dites-moi, comment est-ce que vous avez vécu
l'accueil de Lisiane en soins d'urgence alors que vous l'accompagnez? Je ne suis pas là pour faire la place de Lisiane, je suis là à faire avec Lisiane. Je parle avec elle, vous voyez, comme là que je parle, s'il y a des manquements, lui apporter des choses, lui faire rappeler quelque chose, faire le mot qu'elle ne trouve plus, par exemple. Mais d'abord, c'est son avis à elle. C'est elle qui ressent où elle a mal. C'est elle qui sent où elle n'est pas bien. C'est pas moi. Moi, je ne suis pas dans son corps. Je ne suis pas dans sa tête. Mais je sais comment elle réagit parce que je vis avec elle depuis 98. Et donc, je la connais. Je sais comment elle va réagir. Mais par contre, il faut l'écouter elle aussi. Il faut écouter un peu les deux. Alors, c'est pas évident, mais écouter les deux à part égale. Un peu moi, un peu elle. Mais il faut écouter les deux. Pas écouter que moi ou écouter que Lisiane. Parce qu'il y a des choses qu'elle ne pourra pas se souvenir, au niveau des dates, au niveau de l'enchaînement des choses, elle ne sait plus vraiment le faire. Et par contre, elle sait où elle a mal. Et si j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Après, pourquoi elle a mal à la tête? Moi, je me dis, elle a mal à la tête parce qu'elle s'est cognée. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. On peut écouter un peu les deux, oui. Oui, tout à fait. Mais c'est un peu, je rejoins le docteur Aquino, et puis je vois qu'il y a un côté qui est très complémentaire et qui devrait être apprécié dans ce côté complémentaire, c'est-à-dire que c'est Lisiane au premier chef qu'on doit interroger, et puis l'accompagnant, le mari, le proche, qui devrait aider la communication, donner des détails, réagir en disant mais je connais ma femme, je vois qu'à ce moment elle n'est pas très bien, il faut peut-être qu'on l'écoute davantage. Donc il y a vraiment un rôle complémentaire, c'est le binôme quelque part qui devrait être accueilli à l'hôpital. C'est un petit peu ça que vous pensez? Oui. Oui, le binôme, c'est ça, tout à fait. Que ce soit après le mari ou la femme ou l'enfant et le père ou la mère, mais il faut qu'ils parlent aux deux sur une point d'égalité, quoi. Lisa dit, moi j'ai mal, moi je dis, voilà pourquoi elle a eu mal, parce qu'elle a fait ça. Ça, je me souviens, ça, je ne me souviens pas. Mais alors, je sais que ce n'est pas évident, ils n'ont pas l'habitude de parler à deux personnes. On a eu le problème avec le neurologue au départ. Le neurologue, il ne parlait qu'à moi. D'accord. Oui, donc il y a un problème de communication, un problème de formation spécifique. Il faut savoir écouter, je pense déjà là-bas. Quand on vous dit, je suis Alzheimer, j'ai besoin de mon mari parce qu'il va vous expliquer des choses que moi, je ne peux pas vous dire. Moi, je peux vous dire ce que je ressens. Tout à fait. Voilà ce que les gens me disent, je ressens ça. Moi, je dis, oui, je ressens ça parce que d'habitude, elle n'est pas comme ça. Quand on vit avec quelqu'un depuis 98, on connaît quand même bien la personne. Enfin, je pense. Hein. Et vice-versa. Donc, pas de souci. mais il faut qu'ils nous prennent les deux à part égale. Très C'est bien. ça que moi, je pense qu'il faudra. Après, c'est sûr que c'est pas évident. Ils n'ont pas l'habitude de parler à deux personnes à la fois. Puis il y a le secret médical. Et quand je vous dis, j'ai besoin de mon mari, il est au courant de tout, c'est lui qui fait tous les dossiers. Je pense que le secret médical, même entre mari et femme, il devrait tomber quelque part, je pense. Oui. Alors, pour eux, c'est pas dans leur habitude, c'est pas dans leur philosophie. Mais je pense que quand on arrive à deux, un couple, surtout qu'on voit qu'on est assez soudés l'un et l'autre, même si on ne nous connaît pas, c'est ce qu'on nous dit à chaque fois. Et quand on rentre aux urgences, l'hôpital, on a un couple, écoutez-nous tous les deux, parce que vous aurez besoin des deux de toute façon pour comprendre ce qui se passe, pour mieux soigner et accompagner la personne, qu'ils le fassent, quoi. Secret médical, bon, voilà, qui doit signer une décharge, l'un et l'autre. Lisiane est encore toute sa tête, là encore. Après, c'est vrai, quand quelqu'un a plus toute sa tête, c'est plus compliqué pour les urgences. Mais quand les deux ont toute leur tête, c'est une chance pour eux, je pense, d'avoir deux visions de personne qui est malade et pourquoi elle est malade. Je pense qu'ils n'utilisent pas cette chance-là. Enfin, je pense, hein, parce que tu en penses. Oui, tout à fait. Voilà. Nous, c'est ce qu'on pense. On devrait écouter les deux, effectivement. Parfait. Ben, merci en tout cas à tous les deux pour votre témoignage. On va continuer avec le docteur Aquino sur ce sujet. Je vais vous laisser dans votre intérieur pour la fin de la journée. Encore un grand merci d'avoir échangé. Merci à vous. Merci. Mais Merci quand on peut, il n'y a pas de problème. On vous remercie de nous avoir demandé de témoigner. C'est toujours un grand plaisir tous les deux. C'est un plaisir partagé. Merci Lisiane, merci Philippe. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Nous allons vous laisser en vous souhaitant le meilleur pour la suite. Donc toutes ces mesures sont intéressantes et j'ai envie de dire de bon sens, mais est-ce qu'elles sont vraiment prises en compte, les 5 mesures d'un point de vue global, au jour d'aujourd'hui, dans les hôpitaux français? Alors, les hôpitaux français et les services d'urgence sont bien conscients d'une adaptation nécessaire à la population vieillissante et à la population qui présente des troubles cognitifs, puisque cette population fréquente de manière régulière les services d'urgence. Un certain nombre d'hôpitaux ont modifié leur organisation et proposent des services adaptés à cette clientèle particulière qui se doivent d'être pris en compte. Je pense notamment à l'hôpital de Limoges,
l'hôpital de Saint-Brieuc, l'hôpital Ambroise Paré, dont nous aurons un témoignage. Autant d'initiatives qui vont dans le bon sens, mais qui méritent d'être plus largement répandues. Vous parliez de l'hôpital Ambroise Paré. Effectivement, le repérage des personnes âgées avec des troubles cognitifs, ça représente une priorité pour les soignants. Et je me tourne vers le docteur Laurence Haroui, que nous accueillons en visioconférence pour traiter de cette problématique. Donc, bonjour docteur Haroui, pouvez-vous nous expliquer les dispositifs, les aménagements qui sont mis en place dans votre service ? Bonjour, donc je suis le docteur Haroui Laurence, je suis praticien hospitalier dans un service d'urgence périphérie parisienne. C'est un service de taille moyenne où on reçoit à peu près entre 30 000 et 40 000 passages par an. On a une majorité de personnes âgées, on s'occupe du secteur de Boulogne et du 16e arrondissement, qui est une population assez vieillissante. Et donc, on a un taux de personnes âgées assez important, de l'ordre de 20%, de plus de 75 ans, ce qui est un taux plus élevé que la moyenne nationale. D'accord. On a eu en début d'émission quelques témoignages de personnes, une personne atteinte de troubles cognitifs type maladie d'Alzheimer et son proche aidant, qui nous ont rapporté des expériences un petit peu difficiles dans des services d'urgence. Apparemment, ce sont des témoignages qui reviennent de manière assez fréquente. Votre hôpital a-t-il pris des mesures particulières pour l'accueil de ce type de patients avec troubles cognitifs ? Tout à fait. C'est une population qui est très fragile. Des patients, que ce soit des patients grabataires, des patients avec des troubles cognitifs assez importants. Et tout passage aux urgences pour eux est un véritable événement, on va dire, dans leur vie. Ils sortent de leur repère. Ils sont sortis de leur domicile ou de leur lieu de vie. C'est un environnement hostile pour eux. C'est vraiment très compliqué. Donc, ils aggravent du coup leurs troubles cognitifs. Ils sont complètement sortis de leur repère. Souvent, quand en plus ils sont aux urgences, ils sont installés dans un box. Les familles ne sont pas présentes, surtout quand il y a eu des mesures comme des précautions pour le Covid, où on a été obligé de laisser les familles en salle d'attente. C'est des choses très compliquées. Donc, effectivement, on a fait le constat de cette problématique et on a mis en place un fast-track pour les personnes âgées, c'est-à-dire que quand ils arrivent aux urgences, on détecte donc les patients fragiles. On a créé un algorithme tout simple où, en fonction des facteurs de fragilité, on les hospitalise très rapidement en unité d'hospitalisation de courte durée. C'est-à-dire qu'ils sont censés passer moins de 2 heures au service des urgences. Alors, pourquoi en unité d'hospitalisation de courte durée ? C'est en fait, donc, on a de la chance dans notre hôpital d'avoir une unité d'hospitalisation de courte durée très grande. On a 10 chambres, 10 box et 8 chambres. Et en fait, on les installe correctement dans une chambre, assis, le plus souvent, en compagnie de leur famille quand on peut, quand il n'y a pas de mesure d'isolement Covid. On leur donne une petite collation. En tout cas, on essaye de les mettre dans un lieu qui est calme, apaisé, loin du tumulte, on va dire, des urgences où il y a un brouhaha permanent, où ils ne sont pas sur un brancard au milieu des autres patients. On essaye de les mettre dans un environnement, on va dire, favorable pour qu'ils soient le moins perdus possible. Tout comme nous essayons dès que possible de les asseoir au fauteuil, de ne pas maintenir la position allongée trop longtemps. On essaye de rétablir une autonomie, on va dire, le plus rapidement possible, qu'ils puissent aller aux toilettes seuls, on évite les perfusions. L'UHD est beaucoup plus calme, en compagnie de leur famille, afin qu'ils essayent de perdre que leur passage aux urgences leur provoque le moins d'effets indésirables. C'est le but. Voilà. Et ça fait partie d'un programme, d'un protocole spécial qui a été établi il y a un certain temps ? Ça va faire 5 ans maintenant, puisque ça date de mois de mars 2015. D'accord. Et avec ce recul, donc ça fait quand même un recul de 5 années complètes, quels sont les points positifs que vous avez pu noter, remarquer ? Alors, au début, je ne vous cache pas que ça n'a pas été facile, puisqu'en fait, on hospitalise les gens en unité de courte durée sans avoir le résultat des examens. Donc, on avait des collègues qui étaient un petit peu réticents. En fait,
c'est vrai qu'on passe très vite la main aux collègues de l'unité d'hospitalisation de courte durée. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas les résultats sous les yeux. Mais maintenant, tout le monde a pris un peu l'habitude et la gymnastique d'aller regarder les résultats par la suite. En fait, c'est une prise en charge, on va dire, conjointe entre le senior qui l'a pris en charge initialement aux urgences et celui qui l'a pris en charge, qui le prendra en charge après à l'UHCD. Donc voilà, ça a été une gymnastique un petit peu difficile à mettre en route, aussi bien aussi pour le personnel paramédical. C'est vrai qu'on est toujours attaché quand on commence des soins à une personne de poursuivre les soins jusqu'au bout. Et là, de passer la main si vite, donc ça peut être toujours un petit peu mal perçu. Et en fait, on se rend compte que maintenant, c'est quelque chose qui est fait complètement naturellement. Dire que même, tout le monde y pense, tout le monde, même le personnel paramédical dit tiens, regarde, lui, il faut qu'on vise, qu'on le fasse passer, qu'on le mette au fauteuil. Maintenant, ça fait partie de la culture du service. C'est-à-dire ça ne viendrait même pas à l'idée de laisser une personne âgée aux urgences. Voilà, ça fait partie. Il y a une culture gériatrique qui a été mise en place. Les gens sont mis le plus possible, pas systématiquement, mais on va dire le plus possible au fauteuil. Il n'y a pas de barrière, on évite les cathéters, les perfusions qui ne servent à rien. Voilà, il y a une culture gériatrique qui a été mise en place dans le service. Et c'est vrai que maintenant, depuis 5 ans, tous les nouveaux docteurs, tous les nouveaux arrivants, en fait, ils sont baignés dedans dès le départ. Et voilà, c'est quelque chose qui se fait naturellement maintenant. D'accord. Par rapport à l'idée que vous aviez en tête au départ, tout a pu être mis en application ou, Tout a pu être mis en application. D'accord, donc Et ça continue avec le temps. Souvent, quand on met en place des choses dans un service, on remarque qu'avec le temps, les nouveaux arrivants, les choses perdent un petit peu, on perd un petit peu le fil. Et là, au contraire, c'est toujours d'actualité. Tout le monde passe les personnes âgées très vite à l'UHCD. Ça fait partie, voilà, c'est de notre fonctionnement. Et voilà, ça fait partie de nous. c'est une très bonne chose. On aimerait que ce soit comme ça dans tous les services. Ouais. Et quelles évolutions, comment est-ce que ça pourrait être encore mieux? Vous avez quoi comme objectif pour les prochaines années? Les prochaines années, alors moi, ce que j'aime, c'est de sensibiliser tous les internes. Et ils sont tous très touchés de notre façon de prendre en charge des personnes âgées, puisque souvent, même après, quand ils vont dans d'autres services, ils me disent, mais c'est pas comme chez toi. Donc, c'est quelque chose, on sent qui les marque. Et j'espère qu'avec tous ces internes qui sont formés, toute cette nouvelle génération sera plus sensibilisée, parce que je pense que moi, de mon époque, on n'était pas sensibilisés à ce problème. Les gens, vous voyez, les brancards partout, dans les personnes âgées partout dans les brancards, et ça faisait partie de la vie des urgences. Moi, je dis non. Et j'espère que tous nos petits jeunes qui sont passés dans notre service sauront transmettre, in fine, cette culture. Et on a été le présenter dans différents hôpitaux. Après, ça doit être vraiment une volonté du chef de service, une volonté des équipes. Voilà. Voilà, j'espère qu'avec le temps, ça ira. Vous voyez que d'autres hôpitaux vont avoir cette façon de fonctionner. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'autres services qui vous ont pris comme modèle, comme exemple? On a été présenté dans plusieurs services. Je ne sais pas à l'heure actuelle si c'est été. Je sais que certains ont tenté sans succès. Je ne sais pas s'il y en a qui ont réussi. Je ne sais pas. D'accord. Nous avons vu avec le docteur Aquino que une des préconisations les plus importantes, c'était la place de l'aidant, du proche de la personne malade. Quelle place est-ce que vous accordez dans votre service, dans votre dispositif aux proches? Alors, c'est une question un petit peu particulière parce qu'avec les précautions Covid, on a dû faire face à de grosses restrictions. Ça a été très, très compliqué. Sinon, nous, ce qu'on a mis en place dans notre service, c'est le bracelet accompagnant. C'est-à-dire qu'en fait, on cherchait une façon, des badges, etc. Donc, c'était un petit peu compliqué. En fait, quand vous arrivez à l'hôpital, on vous met un bracelet d'identification. On a fait ce même bracelet pour les aidants, mais en jaune. Pour toutes les patients vulnérables, que ce soit des patients qui souffrent de handicap ou des patients avec des troubles cognitifs, afin que les dents puissent rester avec le plus près possible avec la personne malade.
Mais effectivement, pendant le Covid, ça a été un petit peu compliqué parce qu'on a dû isoler des patients. Alors ça, c'était très lourd. Mais voilà, dans la mesure du possible, en unité d'hospitalisation de courte durée, les visites sont autorisées. Par contre, aux urgences, les seules personnes qui peuvent accompagner, c'est ceux qui ont le bracelet jaune, le bracelet accompagnant. D'accord. Merci beaucoup. On ne va pas vous prendre davantage de temps en cette période vraiment délicate. Nous espérons en tout cas que ce type de dispositif va pouvoir non seulement durer dans le temps, mais aussi vous pourriez essaimer dans d'autres hôpitaux parce que ça nous paraît très, très important. Merci beaucoup, Dr Haroui. De rien, merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Je reviens vers vous, Dr Aquino. Le ministère des Solidarités et de la Santé a annoncé 0 passage aux urgences pour les personnes âgées avec troubles cognitifs qui plus est. Est-ce que cela vous paraît concevable et réaliste? C'est une formule pour marquer les esprits. C'est un objectif vers lequel on se doit de tendre, mais arriver à 0,000 semble un pari quelque peu délicat et difficile. Par contre, il trace une voie qui est tout à fait intéressante et je pense à 2 leviers qui pourraient être activés. Le premier, c'est en ville, être en mesure de gérer des situations complexes où sont mêlées des maladies, où sont mêlés un contexte relationnel, familial, environnemental difficile, où les aides à domicile s'avèrent complexes et difficiles à réaliser au quotidien. Bref, une situation où la complexité trouve parfois sa résolution via le service des urgences. Donc on comprend bien que là, il y a une inadéquation entre les besoins et les réponses. Donc premier levier. Le deuxième levier, c'est une incitation qui est faite chaque fois qu'une hospitalisation s'avère nécessaire, plutôt que de passer par le service des urgences pour être bilanté et orienté ensuite vers un lit adéquat, c'est que le médecin traitant puisse prendre contact avec le médecin hospitalier du service dont relève la personne pour que l'hospitalisation se fasse directement, évitant un passage au niveau du service des urgences. Ce sont 2 leviers sur lesquels on pourrait jouer et sur lesquels l'organisation extra-hospitalière et hospitalière ont à travailler ensemble. Merci, Dr Aquino, de nous avoir consacré votre temps. Retenons que pour une hospitalisation, il faut bien la préparer en amont. Plus imprévus, les passages aux urgences peuvent cependant être mieux vécus avec un peu d'anticipation également et aussi beaucoup de communication. Du côté des professionnels du soin, apprendre à repérer les troubles cognitifs, nous l'avons vu avec le docteur Haroui. Aménager un environnement plus convivial, plus accueillant dans les services d'urgence. Avoir pour les professionnels du soin une formation à l'approche gériatrique et médico-sociale globale. Cela fait partie des préconisations que le docteur Aquino nous a détaillées. Vous pourrez retrouver le détail de ces préconisations dans le petit guide repère Alzheimer numéro 3, améliorer l'accueil aux urgences des personnes âgées ayant des troubles cognitifs sur notre site internet de la Fondation Médéric Alzheimer. Cette émission est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouveau numéro de J'y pense et puis j'oublie avec Delta 7 TV et la Fondation Médéric Alzheimer. Nous parlerons du sport. Merci à vous, bonne fin de journée et portez-vous bien.